Bonsoir à tous et bienvenue sur mes lectures. Ce soir, ou peu importe à l'heure à laquelle vous allez m'écouter, nous allons continuer notre quête de notre beau pays, la France, avec un livre que j'affectionne tout particulièrement, celui de Jacques Bainville. Ce soir, nous explorerons le chapitre 2. Voilà. Commençons. L'ascension de Clovis et la langue. Clovis fut au fil des années, de ses expéditions, un conquérant hors norme pour la Gaule. Il apparaissait comme protecteur de la catholicité, là où barbares ariens vivaient en règne. Il délivra la vallée de la Garonne des Goths. Il fit de Gondebaud son tributaire, lui qui était roi de Bourgogne. Par ses libérations, ayant déjà réussi avec l'Église, il devint alors empereur. C'est à partir des insignes reçus de la main d'Anastase que la dynastie mérovingienne s'en trouva grandie, si bien qu'elle fut aux yeux de l'histoire attachée à l'Empire romain, en paraissant le continuer. Petit point histoire. D'Anastase Ier est un empereur byzantin du 5e siècle après Jésus-Christ, et pris lui-même d'un courant christique en opposition à ce qu'on appelait à l'époque le nestorianisme, nommé monophysisme, qui a été condamné par le concile de Chalcédoine. Pour consolider son pouvoir, pour étendre son empire, il se devait de convertir les anciennes tribus franques qui étaient restées païennes. Pour faire court, il nomma des exécutions publiques et politiques pour éviter toute coalition. Parmi ces païens, les Ragnacers et les Sigeberts furent tués. Cela, bien évidemment, ouvra un nouveau champ pour le christianisme. Bainville explique à son tour qu'il ne voit pas cela comme un asservissement de la Gaule par les Francs, mais plutôt d'une protection et d'une alliance à une échelle beaucoup plus étendue. Toujours dans l'objectif d'effacer les guerres intestines entre barbares et de continuer l'assimilation à la romaine. C'est d'ailleurs à ce moment, aussi parce que l'armée franque n'était pas assez nombreuse pour subjuguer la Gaule, que l'on vit des noms latins sortir autour de la dynastie mérovingienne, elle-même héritée de vieilles familles sénatoriales romaines. La population s'entremêla. Un brassage dit gallo-romain fut entrepris et poussé par le contexte de l'époque. C'est par ce même brassage que notre langue passa du roman au latin, puis au français. Les actions héroïques, rusées, sanglantes de Clovis permirent à lui et à la dynastie mérovingienne de tenir encore pendant 2 siècles. L'esprit romain en Gaule. Il faut bien comprendre dans le contexte historique que l'assimilation, aussi probablement liée à la chute de l'Empire romain d'Occident, était très forte là où une possible récipiendarité, qui est un néologisme de récipiendaire, était possible. Les premiers furent les Francs, qui protestèrent pour un retour à leur coutume face à l'administration impériale romaine, un héritage qui nous poursuit encore aujourd'hui. La discipline civile de Rome pour les Francs était odieuse. Leur germanité héritée du droit n'était pas compatible, mais nécessaire pour les fervents gallo-romains. Mais cette discipline qui fit émerger de nombreuses protestations s'estompa pour former un merveilleux alliage au fil du temps, si bien que leur désir de ne pas être conquis se retourna, et ils le devinrent. Pour finir, les successions habituelles des dynasties étaient fort différentes du courant romain habituel. Cette idée de l'unité au sens de la nation, de l'État, cette idée romaine qui par brassage s'ancrera dans les esprits, sans pour autant rompre totalement avec la tradition romaine. L'essai mérovingien et la totale romanisation des Francs. Le partage successoral était fait, en excluant les filles, partagées entre les garçons hérités du roi, non à un seul, ce qui entraîna division, qui voulait dire division pour le royaume constitué et donc probable instabilité pour la Gaule. Cette division entraîna l'Austrasie, la partie du nord-est-est de la France en opposition aux fils de la Neustrasie, la partie la plus gallo-romaine de la Gaule, à l'ouest. Le morcellement féodal fera reculer les Carolingiens face au règne mérovingien, puis plus tard capétien. Bien que les Capétiens occupent un rôle fondamental dans l'histoire de France, ce sont les Mérovingiens qui en ont établi les fondements. C'est Thierry, le fils en âge d'homme qui reçut la partie nord-est de la Gaule, nommée aussi Austrasie.
En revanche, la Neustrie était-elle peut-être la plus exposée aux dissensions internes par le partage successoral, puisque ce sont ses frères qui en héritèrent. La nation, au sens d'Ernest Renan, n'existait pas totalement encore dans le contexte guerrier qui va advenir à l'époque de la mort du fils de Thierry. Théodobald, de grandes dissensions entre Frédégonde ou encore Chilpéric avaient rebattu les cartes. C'est par l'avènement de Clotaire II, après la guerre civile, que notre pauvre et belle France subira tout du long de mon exposé une réunification d'une seule main pendant encore un certain temps. La romanisation des Francs s'acheva avec Clotaire II et Dagobert, mais bien plus par le deuxième, grand lettré de son temps, dans l'imitation la plus poussée des empereurs de Rome. L'avènement d'Héristal, aussi connu sous Pépin d'Héristal. Après la mort de Dagobert en 638, ce fut la décadence totale entre la Neustrie et l'Austrasie. Des dissensions internes, surtout politiques et féodales, s'abattirent et l'obéissance qui amena la Gaule à son paroxysme fut plus basse que jamais. Des rois se formèrent au besoin. Ce besoin alimentait les dissensions entre Neustrisiens et Austrasiens. L'histoire d'Hébroin et de Saint-Léger fut pendant un long moment la pire histoire de coups bas de l'époque. Le besoin d'un nouveau Clovis se fit ressentir en Gaule. Qu'il soit d'un test mérovingien non abouti ou d'un carolingien, la Gaule devait retrouver de sa stabilité. C'est l'Austrasie, héritage de l'Empire franc, qui avait les moyens matériels pour entreprendre et diriger. La souche carolingienne d'Héristal sortit du bois. Pendant 100 longues années, ils firent un travail où service donné était rendu, avec un objectif à atteindre, celui de la couronne, et cette dernière changea de camp au terme de ces 100 années. L'objectif de réunification de la Gaule était en premier lieu vu par Pépin d'Héristal. Il fallait briser la volonté politique des hommes de Neustrie. À partir de là, et de la victoire sur Hébroin et Warat en 682 à la bataille de Testry, Pépin porta un coup de grâce officiel à la dynastie mérovingienne. Mais Pépin d'Héristal ne se sentait pas assez fort pour créer une nouvelle légitimité. Sans vouloir brusquer les choses, au risque de revivre les époques d'Hébroin et de Saint-Léger, puis il mourut en 714, sans solution. Charles Martel et la réunification de la Gaule. Après la mort d'Héristal, la guerre civile reprit de plus belle. Pourquoi ? Parce que le maire Rinfroid de Neustrie ne voyait pas le danger d'un alliage avec les barbares ariens de derrière l'Austrasie, ce qui donna à l'Austrasie une raison chrétienne de réunification. Pour s'imposer, Charles Martel procéda comme la fin de la dynastie carolingienne pendant une centaine d'années. À service donné, service rendu, mais avec l'objectif supérieur de réunification. Il était toujours prêt, notamment en domptant les Saxons. Ce qui accélérera considérablement les travaux de Charles Martel pour sa réunification fut l'invasion arabe, qui à l'époque, avec l'islam, avait déjà mis à bas Constantinople, l'Espagne, le nord de l'Afrique, jusqu'à Bordeaux. Le nom de Martel fut reçu le jour d'après sa rencontre avec Abderrame, qui prit la fuite à Poitiers en 732. Charles Martel continua jusqu'au sud. Déjà vainqueur, libérateur du pays, la réunification était dans la poche. Il fut devenu une figure nationale pour le pays, avec l'arrière-fond chrétien, à tel point que le pape de l'époque Grégoire III lui demanda secours comme bras armé. Après sa mort, le système successoral reprit cours. Évidemment, le peuple, les ducs, les seigneurs retint leur souffle, car le partage était fait entre ses deux fils, Carloman et Pépin. Ils furent miraculeusement tous les deux d'accord. Leur accord firent des rebelles chez les Mérovingiens qui périrent un à un physiquement, mais pas dans les esprits. La descendance fut carolingienne. C'est par Charles Martel qu'elle débuta réellement. Carloman laissera plus tard la place à Pépin comme seul roi franc, et le reste se fit sans secousse jusqu'en 752, à leur mort. Et voilà. J'espère que ce chapitre 2 vous a plu, qui vous aura permis d'en apprendre plus sur notre beau pays, la France. Et quant à moi, je vous retrouve
donc la semaine prochaine, pour l'épisode 3, le chapitre 3, sur Charlemagne. Voilà. Je vous dis à bientôt sur mes lectures. Bonne soirée.